Ah, j'ai un petit problème technique, bon, ça arrive. Donc, à partir de cette société et de l'expérience, on essaye de vivre des choses plus intérieures ou plus, ça change pas de slide, si. À la fois plus intérieures et plus engageantes. L'hôtellerie et donc l'hospitalité ou l'hospitality, selon qu'on aime les anglicismes ou moins, est particulièrement touchée. Donc, c'est pour ça que on a invité Nicolas et Bénédicte aujourd'hui. Parce que dans le cas de Novotel, on a eu des constats particuliers. Moi, j'ajouterais juste, voilà, une petite chose, c'est que par rapport à ce que j'ai dit juste avant, on le voit en particulier dans le secteur de l'hôtellerie, à savoir que soit on va aller chercher une expérience, donc si on va dans le plus grand, bah, ça va être des hôtels qui vont proposer des choses un peu extravagantes dans lesquelles on va pouvoir se plonger, ou une expérience totalement unique dans un parc d'attractions, dans je sais pas quoi. Soit on va aller chercher quelque chose à l'inverse, dans l'engagement, et donc dans plus proche de la nature, plus proche qu'elle vient dans les arbres, voilà. Donc on va de plus en plus, le consommateur va être de plus en plus un consomme acteur, va de plus en plus se tourner vers des éléments qui correspondent à son engagement, qui correspondent à son souhait d'expérience, et de la même manière, le collaborateur va de plus en plus choisir l'entreprise pour laquelle il travaille, pour laquelle il met à disposition ses compétences, en fonction de ses engagements, en fonction de l'expérience qu'elle va pouvoir lui fournir. Donc là, voilà, on a un petit focus en particulier sur l'hôtellerie. Et là, du coup, je passe la main pour la suite à Bénédicte et à Nicolas. Oui, alors l'hôtellerie, pour nous et pour moi particulièrement, je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. C'est finalement comment faire vivre la relation avec les clients au quotidien et comment faire en sorte que le client qui rentre dans un hôtel se sente chez lui pour le temps qu'il y passe. Et il est vrai que les attentes des clients ont beaucoup changé ces dernières années, peut-être ces derniers mois aussi. On verra les résultats comment finalement la crise de Covid va avoir impacté l'expérience attendue du client. Ce qui est sûr, c'est que dans un monde qui est de plus en plus digital, dans lequel la sophistication des algorithmes, etc., s'accélère, ce que recherche un client qui vient dans l'hôtellerie et qui décide, qui fait un acte, qui choisit en fait son hôtel, ça va être véritablement, qui choisit ou qui ne choisit pas d'ailleurs, qui soit dans des contextes de motivation professionnelle ou personnelle, qui fera la différence, c'est l'expérience relationnelle qu'il aura avec les personnes qui l'accueillent, avec les clients qui seront avec lui dans l'hôtel, avec les personnes qu'il rencontrera au cours de son séjour. Et ces attentes, toutes ces attentes, en fait, démontrent que finalement, ce qui compte véritablement aujourd'hui, c'est la relation. Quelle relation je vais construire et comment, moi, en tant que collaborateur, je vais pouvoir répondre à ces attentes relationnelles du client. Sachant que les clients aujourd'hui, alors on dit toujours dans l'hôtellerie, on dit maintenant dans l'hôtellerie, si je veux où je veux quand je veux, c'est-à-dire que dans un espace en fait hôtelier, à l'accueil, au restaurant, au bar, dans les chambres, les clients veulent pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie de le faire. Ce qui veut dire pour les collaborateurs est extrêmement agile, souple, pouvoir s'adapter à ça et sortir peut-être d'un côté un peu processé qu'on avait développé dans l'hôtellerie, c'était l'histoire de l'hôtellerie. Il a fallu passer par des process avant d'arriver à cette société d'expérience, pour chercher les personnes et les clients qui arrivaient. C'était plutôt toujours la même chose, être rassuré quand ils arrivaient dans un hôtel. Et ça a véritablement changé, je dirais, ces 10 dernières années, avec ces attentes de plus en plus importantes sur la personnalisation du service, sur la relation irréprochable avec le collaborateur et sur l'expérience du coup relationnelle entre le collaborateur et le client. Globalement, un petit tableau de l'hospitalité aujourd'hui. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose? Non, je réagirai. D'accord. Ça va, très bien. Donc on peut continuer. Donc finalement, alors chez Novotel, la question qui s'était posée, qu'on s'est posée avec Nicolas, puisqu'à l'époque on travaillait ensemble
j'étais moi-même cliente de Nicolas qui était prestataire, c'était finalement pour répondre à cette expérience relationnelle entre le collaborateur et son client, comment peut-on montrer que la qualité de l'expérience collaborateur va impacter l'expérience client. Pour nous, c'est une conviction depuis fort longtemps, hein, en tant qu'hôtelier. Chez Accor, chez Suite Hôtel, qui a été un des premiers, oui, je dirais même sans doute la première marque avec des dirigeants à l'époque qui se sont penchés sur le sujet du lien entre l'expérience collaborateur et l'expérience client, en se disant si je veux que mon collaborateur puisse être dédié et apporter le meilleur service à mon client, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer et comment, à chaque fois que je mets en place quelque chose pour le client, je vais pouvoir pas le proposer, mais en tout cas réfléchir à comment aider mon collaborateur à finalement être au mieux vis-à-vis de ce nouveau produit ou de ce nouveau service. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la symétrie des attentions, qui a été conceptualisée depuis et qui est développée par pas mal développée et prônée par pas mal de sociétés. Et finalement, faire attention aux clients, ça veut dire aussi faire attention aux collaborateurs. Et plus je vais faire attention à mon collaborateur, plus ça aura d'impact sur la relation client. Maintenant, quand on dit ça, et là je vais parler peut-être des RH qui nous écoutent, les RH ont des positions, on les écoute, et ensuite on se dit ouais mais enfin bon finalement tout ça c'est bien, mais comment on peut le démontrer en termes de ROI, de résultats, etc. C'est ce sujet en fait qu'il a fallu il a véritablement fallu travailler, c'est dire est-ce qu'on peut à partir des résultats par exemple d'enquête, d'engagement, démontrer que quand nos collaborateurs sont contents, ça va avoir directement un impact sur la relation client, sur la satisfaction client et donc sur le résultat de l'hôtel et plus largement du groupe. Voilà d'où on venait et d'où on parle aujourd'hui. Nicolas, peut-être ajouter quelques éléments. Je vais reprendre, puis derrière, parce qu'en fait, nous, ça faisait plus d'une vingtaine d'années qu'on travaillait avec Accor pour faire d'accompagner au travers des enquêtes d'opinion, mais c'est vrai que ça a été au travers de Novotel qu'on a pour les premières fois fait cette analyse de la relation entre la satisfaction des collaborateurs et la satisfaction des clients. Et c'est vrai que dans un monde complexe, hein, comme dit le philosophe, un monde qui s'est fait nombre, la compréhension passe aujourd'hui, on passe beaucoup par les chiffres, voire la conviction passe aussi par le fait que l'on peut constater au travers des chiffres un certain nombre de choses, et parce que le chiffre explique, il rassure, il permet de clarifier. Tout à l'heure, François Alexandre parlait du sens. De montée du sens, de la façon dont, c'est vrai, c'est intéressant de voir que année après année, l'importance du sens dans les motivations augmente et aujourd'hui, elle a passé notamment l'ambiance. Vous voyez, des choses qui sont des choses qu'on peut voir. Et quand on regarde le lien entre la satisfaction collaborateur et la satisfaction client, il y a une bonne nouvelle, c'est que ce qui est investi pour satisfaire les collaborateurs se retrouve dans la satisfaction client. Et non seulement cela se retrouve, mais l'impact est élevé, voire très élevé. Donc si on peut changer le slide, est très élevé, puisque là c'est le chiffre qu'on a trouvé chez Novotel par plusieurs fois, mais qu'on a retrouvé dans d'autres entités. Mais en gros, quand les collaborateurs, la satisfaction des collaborateurs monte d'un point, la satisfaction des clients, notamment mesurée par le NPS, monte de 0,6. C'est-à-dire que 60% de la satisfaction des clients peut être expliquée par celle des collaborateurs. Donc il reste 40%, mais si vous réfléchissez bien, une fois que vous avez mis l'impondérable qu'il peut y avoir lié au temps, il y a un orage, comme ça, quand vous arrivez dans un hôtel et que vous êtes trempé, même c'est difficile de retrouver une grande satisfaction, mais il peut y avoir aussi des impondérables, le hasard. On est sur des chiffres très élevés. Ça veut dire que
grosso modo, l'essentiel de la satisfaction des collaborateurs dans l'hôtellerie, dans des clients, ça s'explique et s'évalue au travers de la façon dont les collaborateurs sont satisfaits. Je voulais peut-être que Nicolas complète avec le RGI, les résultats économiques. Alors, on a moins eu l'occasion de le faire, le lien entre la satisfaction des collaborateurs et le résultat économique, mais il est également assez fort. On l'a fait dans d'autres univers, hein. Mais en gros, quand l'enquête du collaborateur monte de 1 point, le résultat économique, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire quand on peut comparer les marchés, l'évolution des marchés, monte de 0,45. C'est quelque chose qui est aussi tout à fait signifiant, mais qui correspond bien à ce que l'on peut percevoir dans la performance du entreprise. Alors le NPS et le Net Promoter Score, c'est répondre à la question si vous aviez est-ce que vous conseillerez, alors la question parfois peut évoluer, mais est-ce que vous conseillerez cet hôtel à un ami? Et on note de 0 à 10 et on compte 8, 9, 10 uniquement dans le NPS. Et le RGI, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, c'est l'évolution du chiffre d'affaires ramené à l'évolution du marché. C'est-à-dire qu'on mesure la façon dont le marché sur une place, par exemple le 16e, évolue, et on regarde comment l'hôtel évolue par rapport à cette évolution. Donc s'il est plus fort, s'il évolue plus vite, ça veut dire qu'il est performant économiquement, son RGI monte fort et inversement, il peut être moins performant par rapport au marché, donc dans ce cas-là, son RGI baisse. Donc si on peut passer le slide suivant, et comment, très rapidement, pour dire comment on mesure, tout simplement, c'est un travail de modélisation. D'un côté, on va regarder, on va modéliser la mesure de l'engagement des collaborateurs au travers des enquêtes que l'on fait. Il se trouve que chez Novotel, on a trouvé 12 facteurs, c'est une bonne richesse de description, mais c'est pas 12 pour faire 12, c'est parce qu'on trouve 12. Dans certains cas, on a trouvé 7, dans certains cas, on a trouvé 14, c'est le nombre de facteurs qu'on trouve dans l'enquête. On fait le même travail du côté de la satisfaction des clients, et on recherche les liens par un bilan croisé. Pour ceux qui font de la stat, c'est une régression linéaire. On fait un lien et on regarde finalement les facteurs qui ont le plus d'impact. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on va retrouver finalement, non seulement on sait que l'engagement des collaborateurs est facteur de satisfaction, mais dans ce qui construit cet engagement, dans ce qui va permettre de faire que les collaborateurs sont contents, finalement, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la satisfaction client? Et ouais, en gros, si on raisonne d'un point de vue rentabilité, où est-ce qu'il faut mettre des sous pour développer la satisfaction des collaborateurs pour que c'est un impact sur le résultat? Et on a trouvé quelque chose qui est finalement qui est rassurant parce qu'on enfonce une porte ouverte, mais que le facteur qui a le plus d'impact sur la satisfaction client, c'est l'amour de la relation client. C'est-à-dire, est-ce que j'aime cette relation? Est-ce que je suis bien dans cette relation? Et puis après, on pourrait décrire cette relation à plusieurs niveaux. Le deuxième critère aussi qui a été plus important, mais là aussi quand on y réfléchit c'est une évidence, c'est l'importance des installations pour les collaborateurs. Est-ce que mon vestiaire est en bon état? Est-ce que mon restaurant est correct? Et c'est vrai que si je veux avoir plaisir à servir un client, il faut que moi-même j'ai vécu ce plaisir dans le restaurant des collaborateurs. Voilà un petit peu l'esprit de cette modélisation. Et dans le fond, et là je voudrais bien qu'on passe sur mais peut-être que Béi, tu veux compléter? Oui, je voulais compléter en fait en disant que quand on avait fait cette expérience chez Novotel, du coup on a croisé les enquêtes d'engagement des collaborateurs et les enquêtes de satisfaction des clients, même si c'est évident. On est allé chercher en fait les résultats des enquêtes de satisfaction, vous savez, celles que vous remplissez en ligne quand vous séjournez dans un hôtel, pour vraiment pouvoir croiser les données et pas être sur du feeling, quoi. Donc on a travaillé en lien avec les équipes marketing à l'époque, qui nous ont marketing et relations clients, qui nous ont ouvert et autorisé en fait, qui ont autorisé Nicolas, en fait, c'est Nicolas toi qui a fait ça, à croiser ces données pour avoir des résultats qui soient des résultats concrets, fiables et du coup qui puissent nous donner une mesure. Et la mesure est importante puisque au-delà d'avoir des convictions, nous on était convaincus en tant qu'hôtelier. Moi j'en suis convaincue depuis toujours, mais
il est important de pouvoir expliquer, donner des chiffres précis, identifier effectivement les facteurs qui vont plus particulièrement impacter cette relation, et du coup identifier les plans d'action nécessaires en interne pour pouvoir répondre à cette satisfaction collaborateur qui elle-même aura des répercussions sur la satisfaction client. Donc pour un DRH, c'est vraiment c'est le rêve quoi, d'avoir des résultats concrets sur cette expérience collaborateur et quoi faire pour l'améliorer, in fine pour le retrouver dans le résultat global. Si on reprend le slide suivant, c'est intéressant de réfléchir à ce que ça signifie. Et on voit bien que il y a une rencontre qui est unique. En fait, ce que ça signifie, c'est que il y a dans la relation client quelque chose qui est de l'ordre de la symétrie. Vous savez, de symétrie de ce que vit le client, le collaborateur le vit. Et on a parlé tout à l'heure de recherche de simplicité ou recherche de sophistication. Si je veux avoir un collaborateur, enfin un client qui soit content dans la simplicité, il faut que j'ai un collaborateur qui adore la simplicité en face. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est fondamental. Et de la même manière, si je veux quelqu'un qui adore le luxe, qui vit dans le luxe, il faut un client qui finalement apprécie et soit capable d'aimer de vibrer dans ce luxe et de le délivrer avec satisfaction au client. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on va un petit peu plus loin dans l'analyse, la façon dont le collaborateur se satisfait n'est pas forcément la même d'une marque à l'autre si on veut être efficace. On va pas faire tout à fait la même chose. Mais si on va un tout petit peu plus loin, c'est vraiment de se dire, finalement, si je réfléchis à ce qu'est le métier du service, je dois réfléchir comme un moment d'une rencontre entre un client et un collaborateur. Et je dois le raisonner en symétrie. Et si j'ai sur un service de pas de type minimum, mais la base, eh bien, il faut que pour que mon client soit satisfait d'avoir un service conforme, il faut que mon collaborateur soit très heureux quand il fait vraiment ce qui est si j'ai besoin de développer du dialogue ou de la relation avec mes clients, il faut que j'ai un collaborateur qui aime et qui apprécie de pouvoir dialoguer. Et donc cette symétrie, elle est un peu comme des neurones miroirs, c'est qu'un peu les neurones miroirs, c'est-à-dire ce que ressent l'un, l'autre le ressent, et je dois concevoir l'architecture, les process, de façon à développer et faciliter cette rencontre, en partant de l'idée que tout ce qui va être présent, ces rencontres, c'est ce qui va permettre de créer cette fidélisation du client en tant que personne, et tout le reste qui sera process, tôt ou tard, on espère que des gens comme François Alexandre vont nous les automatiser pour finalement, on soit dégagé de ces aspects-là pour uniquement se consacrer à l'humain. C'est ce qu'on a appelé à l'époque et qu'on appelle toujours d'ailleurs dans l'hôtellerie, finalement, le certificat qui va irriter le collaborateur, irriter le client, pour pouvoir quelque part laisser de l'espace et tout l'espace nécessaire à la rencontre entre le client et le collaborateur, qui est véritablement l'expérience humaine qui aujourd'hui est celle qui fait le plus de sens dans l'expérience hôtelière. C'est pas alors bien entendu, il y a des basiques et des fondamentaux à respecter, mais ce qui fera la différence, c'est bien cette expérience et cette rencontre et comment l'un et l'autre sont satisfaits de cette rencontre. Alors justement, pour faire suite un petit peu à ce que disait Nicolas, comment est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut mesurer ça aussi à l'avenir un petit peu et compléter ce qui sera peut-être plus terrain ou plus de l'ordre de l'expression directe avec quelque chose de plus statistique, plus temps réel et surtout aussi prédictif, c'est-à-dire qu'on puisse aller voir plus loin et envisager pour chaque action quel impact ça va avoir. Et donc c'est là que des nouvelles manières de fonctionner existent et peuvent émerger. Notamment penser à une chose qui est d'ailleurs une belle symétrie à réfléchir. Aujourd'hui, dans l'hôtellerie, il y a un logiciel qui fait trembler tous les hôteliers, tous les restaurateurs, c'est TripAdvisor. TripAdvisor, tout le monde maintenant est devenu son propre guide, son propre critique de son expérience dans un lieu donné. Et bien de la même manière aujourd'hui,
tout le monde est devenu critique, tout le monde est devenu guide de son expérience dans un lieu donné au travail via des plateformes de notation telles que Glassdoor, Indeed, Kununu en Allemagne. Voilà, il y a un ensemble de plateformes comme ça. Donc de la même manière, il y a énormément de données aujourd'hui disponibles librement sur Internet via ces plateformes qui vous permettraient de mesurer à la fois le côté client et à la fois le côté collaborateur. Et donc si on fait un focus sur le côté collaborateur, on voit qu'on a en plus la chance en tant qu'entreprise de pouvoir compléter cette analyse avec un ensemble de données autour qui vont permettre de contextualiser son retour. Donc par exemple, en interne, rien qu'en interne, il y a tout ce qui est autour du SIRH, mais ça c'est un peu la base de le dire ça, parce qu'aujourd'hui tout le monde exploite un peu son SIRH. Mais ouvrons un peu nos chakras, regardons un peu plus haut la picture, l'image, et on voit que dans l'entreprise, il y a un CRM. Donc il y a aussi de quoi avoir des éléments de performance commerciale et donc de faire des corrélations entre ce qui se passe côté RH et ce qui se passe côté commercial. On va avoir un intranet où il y aura des historiques. On va avoir des publications, un site internet pour le collaborateur, pour les recrutements, comme un site internet pour les clients. Voilà. Et puis sur internet, globalement, il y a les réseaux sociaux, il y a des sources de données. Bref, on a une multitude de sources qui peuvent nous donner des micro-signaux pour nous informer sur comment perçoivent aujourd'hui nos clients et comment perçoivent aujourd'hui nos collaborateurs l'expérience offerte par notre entreprise, que ce soit par la marque de l'entreprise ou par la marque employeur. Et comment aujourd'hui, quelle expérience on est en capacité de vivre et surtout comment est-ce qu'on peut mesurer cette expérience collaborateur et mesurer sa performance tant commercial que RH. Donc là, voilà, on a un ensemble de sources, et quand on va voir un petit peu plus loin, ces sources, elles nous permettent d'avoir un ensemble d'indicateurs, un ensemble de systèmes qui nous permettront ensuite de pouvoir piloter, anticiper les évolutions déjà, et de pouvoir le piloter plus ou moins en temps réel. Donc de savoir ce qu'ils pensent, leur engagement, mais aussi pourquoi est-ce que les gens partent. Donc, on cherche aujourd'hui, on calcule partout l'attrition des clients. Si vous êtes dans le web, par exemple, vous allez avoir tout un tas de systèmes qui vont permettre de calculer l'ensemble du funnel marketing de l'intention jusqu'à la livraison et même plus tard au SAV et compagnie. Et tous ces systèmes-là, aujourd'hui, ont pignon sur rue. Pourquoi est-ce que pour ce qui est de l'expérience offerte à ses propres collaborateurs, donc à ceux qui nous sont les plus proches, on ne pourrait pas, de la même manière, pouvoir analyser ce qui se passe du moment où la personne prend connaissance de l'offre, prend connaissance de l'existence de l'entreprise, jusqu'au moment où elle part et même après, parce qu'elle peut revenir. C'est un peu le SAV de l'entreprise. Donc, de la même manière, on peut mesurer tout ce qui est risque d'attrition et surtout les motivations derrière les attritions. Et puis enfin, quand on parle de symétrie des attentions, Nicolas tout à l'heure a largement parlé du NPS, le Net Promoter Score, très utilisé en marketing. Aujourd'hui, de plus en plus dans l'entreprise, on va utiliser le INPS, le Employee Net Promoter Score, qui est donc l'équivalent chez le salarié, c'est-à-dire un de vos salariés, à quel point est-il prompt ou pas à promouvoir votre entreprise, à la diffuser, à la recommander à d'autres talents et en parler positivement à l'extérieur. Et donc cet indicateur-là aujourd'hui, par exemple, nous chez Cavitra, quand on a rassemblé des millions d'avis et des millions de CV, on est en capacité de dire sur les avis quel ratio entre les positifs et les négatifs, quelle est la tendance sur un certain terme et quelle est la prévision qu'on pourra en donner. Donc on a véritablement ces deux indicateurs-là qui sont aussi un peu le baromètre, de la même manière qu'on l'a montré tout à l'heure avec les avis clients, un baromètre qu'on peut avoir aussi en temps réel grâce à ce qui est publié sur les réseaux. Et surtout, un autre élément très important qu'on peut avoir grâce aux données externes et qui est très dur d'avoir par les données internes, c'est de vous contextualiser avec votre concurrence. J'imagine très mal aujourd'hui que vous puissiez aller interviewer les clients de vos concurrents ou les collaborateurs de vos concurrents avec un questionnaire en disant commencez chez lui. Peut-être que les clients, à la limite, vous pouvez le faire, les clients mystères, je sais pas. Collaborateurs, il y aura vraisemblablement des biais, il y aura vraisemblablement des éléments selon comment il s'attache ou pas à son entreprise. Donc de la même manière, grâce aux données présentes sur Internet, vous pouvez comme ça vous benchmarker par rapport à votre concurrence. Et puis, petite différence entre le client et le collaborateur, ils sont symétriques mais pas tout à fait. Votre client, s'il change d'hôtel, il va rester dans un hôtel.
la seule alternative à l'hôtel, c'est un hôtel. La seule alternative au restaurant, c'est un restaurant, peut-être un restaurant dans un hôtel ou un fast-food, mais ça reste un restaurant. Un data scientist, il peut aller dans la logistique, il peut aller dans la banque, il peut aller dans le logiciel, il peut aller dans une multitude, dans l'automobile, dans une multitude de métiers et de verticales. Donc l'autre avantage que ces données offrent, c'est qu'elles vous permettent aussi de découvrir, par rapport à cette expérience, par rapport à ce type d'expérience, quels sont vos concurrents naturels par rapport au profil, au job type que vous cherchez à recruter et à retenir. L'essentiel, pour moi, c'est un grand débat, c'est avant d'essayer de recruter, fidéliser vos collaborateurs les plus précieux. Donc ça, c'est même notre slogan, fidéliser vos talents. Mais voilà, donc ces données donnent aussi une opportunité d'aller au-delà de simplement une mesure à un moment donné d'une relation. Elles permettent de l'anticiper, le grand, et puis de benchmarker par rapport à vos concurrents. Alors, le risque, c'est de faire l'effet Tinder, c'est-à-dire que sous l'effet de tous les choix, vous ne saviez plus quel choisir comme possibilité. Mais bon, on n'en est pas encore là dans les relations entreprises. Du coup, l'enjeu, c'est de traduire tout ça dans vos RH et dans vos relations du quotidien. C'est vrai que la politique RH, elle est d'autant plus efficace, même et peut-être même surtout auprès des collaborateurs, parce qu'elle est porteuse de sens et donc elle est business. Un hôtelier comprend d'autant mieux une politique RH qu'elle est au service d'un business lequel veut rentrer. Et donc il y a un certain nombre de points qui tirent du modèle qu'on a pu tirer, c'est notamment le fait que j'ai commencé à évoquer, que de concevoir le métier. Vous savez, on a commencé à travailler sur le client, puis on a eu je me souviens plus quel était l'auteur qui disait c'est employer first. Voilà. Employer first, customer second. Customer first, non, c'est ça. Donc en fait, dans le métier de service, je pense, voilà, il nous semble qu'il faut concevoir les deux ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble maintenant. C'est les deux ensemble. Et je dois concevoir aussi bien les aspects géographiques que de la construction, comment est construit le lobby, qu'il soit à la fois confortable, à la fois pour le collaborateur et pour le client, pour faciliter une rencontre. Comment je le fais? Les process, et on peut même réfléchir à des process dans les étages. Comment je fais que pour le process, finalement, peut faciliter la rencontre entre les personnels d'étage et les clients. Tous ces éléments qui vont faire que le collaborateur, développant de la motivation et de la satisfaction, va transférer cette motivation et cette satisfaction au client. Alors, Bénédicte pourra peut-être le rappeler, mais parce que c'est toi qui me l'as appris, c'est que la fidélisation des seules choses dont on est sûr, c'est la fidélisation des clients est proportionnelle au nombre de contacts humains de qualité. Deuxième élément, le recrutement. Qui je recrute? Alors, bien sûr, on privilégie les soft skills, mais lesquels? Et puis qu'est-ce qu'on va détecter? Et comment ensuite on va, en accueillant un collaborateur, lui faire découvrir les satisfactions et de la relation client. Qu'est-ce qu'on va lui faire découvrir? Comment le manager l'accompagne pour finalement constater que non seulement il arrive à satisfaire le client, mais lui-même, au travers de cette satisfaction, arrive à éprouver de grandes motivations et de grandes satisfactions. Vous savez, quand vous réunissez une dizaine de personnes dans un hôtel et que vous leur demandez quels sont leurs meilleurs souvenirs, vous avez à peu près un catalogue de toutes les grandes satisfactions qu'on peut avoir. Ça peut c'est pas univoque, c'est pas simple. Il n'y a pas une seule façon de le faire. Chaque rencontre est unique. Et puis troisième élément, c'est ce management. Comment il va développer ce sens du client, comment il va développer la façon dont on aide le collaborateur à être bien, mais pas simplement en termes de qualité de vie au travail, en termes de relation, dans la relation, comment ça se fait, comment il va l'aider à être bien, comment il va lui donner de l'autonomie, comment il va l'aider à développer de la compétence. Par exemple, vous savez, dans la relation client, un des éléments les plus importants en fidélisation, c'est la qualité des échanges qu'on peut avoir sur des sujets qui sont pas simplement ceux du service direct. On parle un peu d'autre chose. Eh bien, pour arriver à cela, faut parfois un tout petit peu accompagner le collaborateur, voire lui donner des éléments qui vont lui permettre, par rapport à ses clients, de développer une capacité d'échange. Moi, je voudrais ajouter peut-être, c'est pas forcément en lien avec ce slide-là, mais après on va passer à une partie un peu différente.
Aujourd'hui, le collaborateur, effectivement, qui accueille un client, il l'accueille dans l'hôtel, mais il pourra être en relation effectivement avant, pendant, après. Et donc la relation, elle n'est plus, il n'y a plus vraiment de frontières, de temps, d'espace. Et finalement, ce qu'on a pensé auparavant, quand on pensait la symétrie des attentions, on l'a pensé dans l'hôtel. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'hôtel pour améliorer l'accueil? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le parcours client de l'accueil à sa chambre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le parcours client de sa chambre au restaurant, les ascenseurs, etc. Donc du coup, cette réflexion qui est fondamentale, hein, qui est pour moi, qui a vraiment construit les fondamentaux d'une forme de relation client et collaborateur, doit aujourd'hui aller plus loin dans finalement la relation, à quel moment elle démarre, jusqu'où elle va, comment on peut aider le collaborateur dans cette relation, hein, effectivement, lui donner quelques fondamentaux business sur les comportements d'achat des clients, pouvoir l'aider à parler de sujets qui sont pas ses sujets de prédilection, pouvoir l'aider à proposer des services qui soient pas des services uniquement de son hôtel. Donc pour ça, pour pouvoir finalement, parce que j'en reviens à une politique ressources humaines, aujourd'hui les politiques ressources humaines, à mon sens, hein, c'est encore une fois, moi je parle avec mes convictions, c'est de pouvoir accompagner les personnes de l'entreprise à répondre au mieux aux clients. Aujourd'hui, l'enjeu étant cet enjeu de relation, c'est finalement démontrer, et je vais parler encore une fois de l'hôtellerie, que si on veut que la personne qui est en contact direct avec le client, donc la personne qui est à l'accueil en fait, il va être au plus près du client et va fournir cette expérience et relations humaines. Comment peut-on l'aider au mieux? Pour ça, identifier ce dont elle a besoin et en démontrant avec tous ces outils et ces indicateurs de mesure qu'on vient de voir, que plus on va aider en fait la personne à l'accueil en contact direct avec le client, plus on va l'aider en fait à répondre au mieux et à être le plus confortable possible dans cette relation et en fait prendre le plus de plaisir possible aussi, je dirais, plus on va pouvoir développer le potentiel de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, je parle de l'hôtellerie, c'est vrai dans le retail, c'est vrai dans tous les métiers dans lesquels la relation est importante. Donc c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui prend toute sa dimension. Et donc juste rapidement, une fois que vous avez pu mettre en place un peu tout ça, alors je sais pas si ça change là, non, ça change pas. Ah si, c'est ça. Donc, je voulais quand même rajouter un point qui est majeur. C'est juste, si tu peux revenir sur le modèle de performance d'une société de service. Bien entendu, tout ça veut dire un management qualitatif. Et les managers aussi ont besoin finalement dans ce dispositif de pouvoir être pris en compte, accompagnés et être au clair sur ce qui motive leurs collaborateurs et sur quoi ils vont pouvoir travailler pour que le collaborateur se sente à l'aise avec ses clients. Et si je me permets, donc peut-être pour faire une transition justement avec ce thème-là, il y a un secteur par exemple qui est assez intéressant. Vous avez parlé du livre Employee First, Customer Second. C'est un livre qui a été fait en Inde dans une société de services. Donc on sait qu'en général les ESI, les SS2I, ESN, en particulier en Inde, n'ont pas forcément la meilleure expérience collaborateur qui soit. Et là, en l'occurrence, il avait montré concrètement qu'en prenant soin de ses salariés, il avait motivé la performance. Et donc, c'est un petit peu pour ça que ça peut servir de transition avec ça. C'est-à-dire que l'engagement, la fidélité de ses collaborateurs, elle est importante pour regagner derrière de la performance commerciale et tout ce qu'on peut avoir autour. Donc, aujourd'hui, il y a un sujet qui est relativement bien travaillé dans beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises dont je viens de parler. C'est l'image de marque, l'attractivité, parce que beaucoup d'entreprises prônent des valeurs, beaucoup d'entreprises prônent des
montrent des beaux locaux avec des gens heureux et on offre une expérience gamifiée de recrutement. Voilà, c'est super, c'est génial. Et puis le jour où le collaborateur arrive, bam, la réalité, on voit que dans beaucoup d'entreprises, ce qui a été vendu sur Internet n'est pas expérimenté sur le terrain. Et là, c'est comme si on vous vendait le Carlton et que vous vous retrouviez dans un Formule 1. Je suis un peu violent, mais c'est un petit peu l'idée de dire il y a une dissymétrie entre les deux. Non, mais ça dépend. En fait, par exemple, pour le cas de tout ce qui est mission, on vous vend l'entreprise, mais on oublie de vous dire que vous pouvez être chez un client qui peut vous mettre au sous-sol de son immeuble. C'est un petit exemple, c'est du vécu. C'est un petit exemple comme ça, mais voilà, donc pour pouvoir prendre soin de son entreprise, de ses collaborateurs, il faut bien être conscient de l'ensemble de la chaîne. Et donc du coup, en développant son image de marque et son attractivité, aussi faire en sorte qu'elle soit incarnée et qu'elle corresponde à ce qui est vécu dans l'entreprise. Ouais. Et sinon, de pouvoir travailler sur l'intérieur de l'entreprise et transformer l'entreprise. Et donc c'est pour ça que suivre le delta entre ce qui est perçu et ce qui est vécu est hyper important. Voilà. Au-delà des cas un peu provocants dont je parle, on a des cas bien sûr bien plus minimes, mais c'est parfois ces petits deltas qui additionnés, notamment en termes de management, font que aujourd'hui la statistique c'est que énormément de personnes quittent avant les 6 mois, donc avant la fin de la période d'essai, ou qu'il y a un deuxième seuil à 2 ans, et qu'au final c'est au bout des 2 ans qu'on a le petit nombre qui va finir 8 ans et qui va pouvoir être considéré comme un haut potentiel à développer et peut-être un futur dirigeant de l'entreprise. Donc comment est-ce qu'on peut réduire cette attrition à ces moments clés du 6 mois, 2 ans? Donc l'image de marque, l'attractivité, c'est un premier point qui est essentiel, non seulement la prôner, mais aussi la faire vivre. Derrière pour ça, bien sûr, il faut avoir idéalement une meilleure connaissance de son marché. Il faut comprendre que votre société, elle n'évolue pas seule. Elle n'évolue pas dans un petit îlot où les gens font une croisière pour y venir et ont du mal à en partir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un data scientist peut aller à peu près n'importe où aujourd'hui parce que tous les métiers sont impactés par le digital, même dans les métiers RH, on en est la preuve. Donc aujourd'hui, quand vous recrutez quelqu'un, surtout dont le profil est en tension, avec une tension à la fois de raréfaction de la ressource, mais aussi en termes de salaire, comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous pouvez agir là-dessus, et surtout, quels sont les leviers de motivation de vos collaborateurs par rapport à ça. Et c'est la même chose sur le marché. Enfin, des collaborateurs, pourquoi est-ce que je parle de ça pour ce qui est de la performance commerciale, parce que c'est un peu le thème, c'est comment engager les collaborateurs développent la performance commerciale. Il y a 2 points essentiels. D'abord, votre collaborateur, s'il est fidèle et engagé, il va être en capacité plus en capacité de détecter d'éventuelles opportunités commerciales. Il va être plus conscient de ce qu'attendent les clients. Il va peut-être, s'il est lui-même commercial ou s'il est face aux clients, pas forcément dans l'hôtellerie, mais même dans d'autres secteurs, dire il y a cet appel d'offres qui arrive, ils vont être attentifs à ça. Et donc vous allez pouvoir comme ça détecter des opportunités que vous n'auriez pas juste par votre département, par l'analyse de votre département marketing et commercial. Donc ça c'est un autre point essentiel. Et puis enfin, si votre collaborateur est fidèle, engagé, il va transmettre, comme on l'a dit dans l'hôtellerie, des valeurs positives et il va transmettre son énergie aussi aux clients. Et puis aujourd'hui, on sait que dans les transformations en cours de la société, la notion de communauté, notamment avec les réseaux sociaux, est extrêmement importante. On dit toujours construisez votre communauté. Accor l'a bien montré avec le Hall, avec leur nouvelle politique Hall, où il s'agit de fidéliser un certain nombre de clients autour de, si je l'ai bien comprise, autour d'événements, de valeurs clés, de choses, voilà. Et de la même manière, si vos collaborateurs, s'ils sont fidèles à votre entreprise, je prends l'exemple tout bête, mais ils vont rendre vos clients fidèles. L'exemple tout bête, le bar du coin. Le bar du coin, dans les petites villes notamment, c'est l'endroit où les gens veulent se retrouver. Pourquoi? Pas parce que c'est un bar, mais parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver Jean-Marie au bar, qui va leur parler et leur faire le petit mot gentil dont ils ont l'habitude. Même chose pour la plupart des commerçants de proximité, par exemple. Ça sera la même chose, quel que soit le type de société. Vous êtes une société de conseil,
vous êtes un éditeur de logiciel, la relation que vous allez avoir, que votre collaborateur va avoir avec votre client, va amener votre client à avoir potentiellement plus confiance en vous, vous donner d'autres opportunités, ou faire en sorte de vouloir le garder. Je pense aux sociétés de services, voilà, plus la personne reste dans une entreprise, plus c'est rentable pour la société. De la même manière, plus le collaborateur sera fidèle et moins il y aura le point de friction, notamment au moment où il démissionne, où souvent le client est prévenu à la dernière minute, plus moins vous aurez ce point de friction-là, plus vous serez en capacité de fidéliser le client et donc de gagner en performance commerciale là-dessus. Et le dernier point là-dessus, le sentiment de communauté au sein de l'entreprise est forcément très fort et on le voit dans les périodes notamment de Covid-19, de crise économique qui arrive, que ce sentiment de communauté fait que même malgré le virus, les gens viennent travailler, faire leur produire dans l'usine malgré le risque, vont aller les caissières aller tenir leur supermarché et défendre leur entreprise si jamais on la critique. Voilà, c'est ce sentiment de communauté et d'appartenance et d'engagement qui va vous permettre une plus grande pérennité et une meilleure performance commerciale. Last but not least, il y a une corrélation entre les deux. Et là, je passe du coup à Nicolas, qui a pu calculer ces chiffres. Ce travail d'analyse, on l'a fait dans plusieurs univers, notamment dans le négoce ou la distribution, également dans la banque, dans le luxe. Et voilà, juste un exemple, là, c'est dans le négoce, et qui est assez intéressant, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, lié par rapport à un indice d'engagement qu'on avait conçu pour cette entreprise. Et vous voyez que ceux qui sont au-dessus de 76, sont à 12,1% d'évolution du chiffre d'affaires. Ceux qui sont à 48, 4,1 et 28, 2,2. Et donc, il y a une vraie proportionnalité entre la satisfaction des collaborateurs et l'évolution du chiffre d'affaires. On a d'autres mesures, mais celle-là est assez intéressante parce qu'elle est assez spectaculaire et on l'a fait plusieurs fois, donc à chaque fois on trouve quelque chose qui est assez semblable. Bon, ça c'est un exemple de 2019. Je pense que 2020, ça sera plutôt un peu différent. Parfait. Je crois que c'était le last but not least. Donc, profitez de ce moment pour poser vos questions sur le chat. Alors, je dirais que aujourd'hui, les secteurs qui sont les plus engagés sont les secteurs qui développent le plus de mobilisation au travers de 3 éléments. J'aime bien parler des métiers heureux. C'est des métiers de relation. Même si la relation parfois est difficile, c'est celle qui est la plus source de satisfaction. C'est les éléments également où on fait on crée notamment, on réalise par la main, où on crée quelque chose. C'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est les métiers où on travaille en collectif. On travaille en collectif. Et ces 3 facteurs, alors, j'ai pas de méta-analyse pour vous le dire, mais c'est vraiment le conseil que je donne dès qu'il y a un enfant, tous mes enfants, je leur ai expliqué ça. Attention, si vous êtes heureux dans votre job, regardez 3 choses. Est-ce que vous travaillez en équipe? Est-ce que vous allez créer quelque chose? Et 2, est-ce que vous allez être dans des métiers de relation, en gros, où on sert quelque chose? D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, en fait, derrière, vous dégagez ce qu'est la notion de sens. C'est les 3 dimensions du sens. On reconnecte sur les 3 dimensions du sens. Et les trois leviers de motivation qui sont... Les 3 leviers de motivation. Et donc, ça veut dire que des secteurs comme l'hôtellerie, qui sont des métiers difficiles, ont des niveaux d'engagement très élevés. On va le retrouver également dans certains secteurs, je pense à la logistique notamment, où il y a des métiers d'engagement très élevés, alors c'est des métiers difficiles, mais après, tous les métiers du soin, enfin, il y a pas mal, beaucoup d'endroits où les gens ont beaucoup d'engagement. Sur l'indice d'engagement, juste rapidement, nous on l'a pas encore calculé, mais du coup ça va faire partie, je pense, je viens de le noter, ça va faire partie de nos prochains, maintenant qu'on a la data, de nos prochains travaux, d'aller voir si on peut comparer ça, si on peut benchmarker ça. On vous enverra les résultats dès qu'on les aura. Mathieu, je crois que notre CTO est dans la salle. Note la question. Sur la motivation, moi je ferais le lien avec sur les secteurs, c'est ce que tu disais Nicolas, avec les leviers de motivation, en fait, les 3 leviers de motivation qui sont l'autonomie, l'appartenance et la compétence. Finalement, quel que soit le secteur d'activité, si ces 3 leviers sont nourris, en général, il y a engagement. Ouais. Donc ça peut être mesuré aussi.
quand on va faire la modélisation, ça va permettre de rentrer de façon plus précise dans ce qui construit cette motivation. Parce que on retrouve ces trois éléments, mais c'est l'une des caractéristiques de la stat, pas tout à fait de la même manière. Mm-hmm. On est en train de construire un modèle sur ça, on vous en parlera une autre fois. Ouais. Hein, FA. Oui, oui. Okay. Voilà. Nadine était là. Merci Nadine. Merci. Et puis, bien sûr, on va avoir dans les prochains mois de nouveaux webinars du côté de Cavitra. L'idée, c'est de faire un petit peu un rendez-vous comme ça, les mardis de Cavitra, où on invite des experts autour de thématiques. Notamment, le prochain devrait être autour de la mesure de l'expérience collaborateur et donc de l'engagement. Donc, ça sera l'occasion de venir vraisemblablement vers la fin août. Après, on va essayer d'en faire courant juillet-août des manières plus light, des petites demi-heures comme ça de tips. Et puis à partir de septembre, du coup, au moins une fois par mois sur un mardi, les webinars. Donc pour ça, je vous invite vraiment à suivre nos différents réseaux sociaux. Donc Bénédicte, tu dois être sur Twitter, sur LinkedIn, voilà. Oui. Nicolas de même. Et puis nous, il y a la page Cavitra, bien sûr, sur laquelle tous les événements, j'espère qu'on en fera d'autres ensemble, vont être annoncés et diffusés largement. Il y a juste une dernière question, Nicolas, les 3 points SVP, quels sont les 3 points pour Alexis? Relation, création, collectif ou équipe, voilà. Ouais, d'accord. On va pouvoir y aller. Les FCS, facteurs clés de succès. Bah pour moi, les facteurs clés de succès, c'est au levier de motivation. Hein. C'est compétence, appartenance et autonomie. Desi and Ryan, les leviers de la motivation. Alors, pour la question c'est pas une question, mais il y a 12 facteurs, mais ils vont dépendre de chaque modèle. Les modèles sont pas les mêmes. Ça, c'est un point dans lequel j'ai une conviction aujourd'hui forte. C'est que le modèle qui est vrai pour une entreprise ou un univers n'est pas le même que pour un autre. On peut vous dire, par exemple, l'univers de Sofitel n'est pas celui de Novotel. Donc, si je veux le modéliser, je sors pas la. On va retrouver ces 3 facteurs clés là d'essai Ryan ou tels que je les exprime, peu importe. Hein. On va retrouver ces 3 éléments, mais il y a chaque fois une personnalisation qui est liée, et c'est ce qui donne du sens. Il y a mon activité n'est pas la même que celle d'à côté. C'est vrai, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc c'est pour ça que c'est forcément quelque chose de différent. Sinon, je vois pas très bien où est le sens. Cela dit, tu peux les retrouver, non, les 12? Les 12? Ah oui. On peut les partager peut-être, si ça vous intéresse. Oui, il y en a 3 sur le client. Enfin, je n'ai plus en tête. Il y en a 2 sur le management. Enfin, j'ai plus. Ouais, voilà. Naïma. Très bien. On va les retrouver, Naïma. Super. Je vous laisse vous connecter sur LinkedIn ou via les contacts dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Très bien. Tout à fait. Je vois que beaucoup de gens partent et en effet, il est 11h01. On a un Ouais. léger retard, mais on a tenu le délai. Bien, merci à tous. Merci Nicolas, merci Bénédicte. Merci à Fab de l'organisation de ce webinaire et puis à une prochaine fois. À une prochaine fois. Ravi d'avoir pu échanger avec vous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.